Merci à tous les 7 d'être parmi nous. C'est une rétrospective qu'on va vous offrir. C'est 25 ans de la supply chain, on va dire du supply chain management, mais un peu plus si on remonte aux sources du supply chain management, en fait, qui se trouvent dans la gestion industrielle. Et j'ai vraiment l'immense plaisir et honneur de vous avoir présenté ces 7 pionniers. C'est des architectes, des bâtisseurs, des promoteurs, des grands témoins du supply chain management en France. Ils ont commencé dans les années 60, 65, 70. On a 2 générations. La première génération, c'est Bill avec Michel et puis Raymond, et Norbert aussi. Et puis la deuxième, en fait, c'est notamment donc Hervé Illion et puis Bernard et Jean-Philippe, que tout le monde connaît, qui est le grand promoteur, le grand observateur aussi de tout ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années. Donc on a baptisé ce colloque Fête de la supply chain et faisons la fête des 25 ans du supply chain management, parce que en fait, il nous est paru intéressant de remonter aux sources de cette discipline aujourd'hui qui devient majeure dans les entreprises. Et lorsque on se penche en arrière avec le travail collectif qu'on a fait depuis 2 mois, on s'aperçoit que la supply chain, en fait, prend ses racines, comme je vous le disais tout de suite, dans la gestion industrielle. Et je vous propose que Michel Gaveau intervienne le premier, puisque c'est probablement donc le premier Français qui a mis en place le premier système de gestion de production intégré, alors qu'il était chez Philips en France. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Michel Gaveau. Il y a déjà plus de 50 ans que j'ai travaillé dans la gestion industrielle. Et à cette occasion, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis d'évoluer progressivement. Ce fut d'abord Philips, puisque grâce à Philips, j'ai pu pratiquement connaître tous les systèmes, je parle uniquement des solutions et non pas des systèmes informatiques, parce que mon informatique, elle est restée à 1962, quoi. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça donnait à cette époque. En revanche, ce que j'ai pu faire, c'est mettre en place de nombreux systèmes, et notamment de 68 à 71, j'ai été nommé, j'ai toujours pas compris pourquoi d'ailleurs, chef de projet d'un système de gestion de production des appareils de télévision et radio et électrophone et tout ce que vous voulez, de la radiotechnique, alors que c'était encore une filiale de Philips. Mais c'est toujours chez Philips que j'ai tout appris, et c'était assez fantastique d'ailleurs, ce qui fait que quand j'ai dû prendre cette activité de remplacer de prendre en charge le projet, j'ai eu la chance déjà que ce projet succédait à un autre qui était un échec, et cet échec m'a été très utile, puisque ça m'a permis de voir que, il fallait déjà avoir des outils informatiques cohérents. À ce moment-là, on n'avait qu'un bulle et un accès en séquentiel, ce qui était complètement aberrant pour gérer des nomenclatures. Et puis, petit à petit, donc, on nous a offert un IBM 360 et sur cet IBM, une partition de 56K pour gérer tout le système de gestion de production des 5 usines de Philips en France. Alors, à cette occasion, je me suis beaucoup amusé, parce que finalement, comme personne ne me contrôlait vraiment, j'ai pu faire tout ce qui me plaisait, et notamment de mettre en place un système, donc ce système GESPRA, que GESPRA veut dire gestion de production appareil, et qui, avec 6 modules, qui sont passés à 7 après, et dans les modules, j'ai introduit toutes les techniques que j'avais apprises auprès d'IBM, qui nous a aidé beaucoup pendant ce temps-là, et avec tous les outils informatiques d'IBM aussi. Donc, ce qui fait qu'on a pu introduire les systèmes de gestion des nomenclatures, les systèmes de calcul des besoins, qu'à ce moment-là, on appelait le RPS, Requirement Planning System, avant que ça devienne MRP. Donc, ce livre que vous voyez ici, à peu près, oui, de Joseph Orlicki, car Joseph Orlicki fut vraiment la personne qui introduisit tout ce qui était bon en ce qui concerne de gestion des nomenclatures,
calcul des besoins et même encore après le Master Production Schedule, donc le programme directeur de production. Après ça, ça a duré de 68 à 71 en ce qui me concerne, mais le système a duré jusqu'en 1991 dans la dernière usine qui s'en servait. Donc une durée de 20 ans, c'est déjà quand même pas mal comme preuve de la qualité et de l'intérêt du travail qu'on avait fait. Ensuite, toujours chez Philips, je me suis lancé sur toutes les actions et surtout à partir de ce moment-là vers la formation de toutes les sociétés de Philips et à ce que moi j'ai appelé MRP, qui pour nous voulait dire le management des ressources de production. Et ça incluait déjà le juste à temps et bien entendu tout ce qui concernait l'ancien calcul des besoins. Et c'est donc comme ça que progressivement j'ai pu continuer à travailler toujours dans le monde industriel en introduisant après avec la FGI les commissions, par exemple la commission indicateur de performance, la commission MRP Kanban aussi, puisqu'il y avait toujours des problèmes de discussion entre MRP et Kanban. Et puis un peu plus tard encore, j'introduisis chez Philips, mais aussi le reste de la France, la notion de point de découplage qui fut exceptionnellement remarquée par l'industrie pharmaceutique qui, jusqu'à présent, ne planifiait qu'à la référence finale du produit à livrer chez le client. Donc voilà, à peu près. En ce qui concerne après, je me suis vraiment orienté vers je me suis orienté vers la formation et la formation grâce à cette fois-ci une autre association qui s'appelle l'EPICS, dont certains ont pu entendre parler. Ça voulait dire initialement American Production and Inventory Control Society, et l'EPICS a été la référence aussi en termes de connaissance de tout ce qu'il y avait dans la gestion de production, et avec les certifications que l'EPICS avait proposées, ça nous obligeait pratiquement à faire un gros effort de formation, et c'est ainsi que j'ai introduit les certifications EPICS en France. On a eu jusqu'à plus de 10 000 personnes qui ont été formées à la préparation à ces certifications. Okay. Certifications qui sont reconnues dans le monde entier, et maintenant en France on a plus de 10 000 participants, et voilà à peu près tout. Mais c'est surtout aussi à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion de faire connaissance un peu plus de ce qui est devenu mon ami, d'ailleurs, celui qui, je crois qu'il a atterri, ou à Mairie plutôt, je ne sais pas trop comment, à Fréjus, quand il était dans la US Navy. Et donc, c'est lui qui m'a beaucoup aidé aussi, entre autres. Et justement, je crois que je dois à ce moment-là lui passer la parole. Bill vient des États-Unis, c'est un citoyen américain qui a décidé de promouvoir en fait la gestion industrielle en France dès le début ou la moitié des années 70. Bill, c'est à toi, raconte-nous pourquoi tu es arrivé en France et comment est-ce que tu es devenu cette légende vivante de la gestion industrielle pendant 20 ans, 30 ans. Quoi. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonjour Michel. Je suis donc Bill Belt. J'ai travaillé surtout 14 ans dans l'industrie avant de commencer à faire de la formation et le conseil. Aux États-Unis, chez IBM et Westvaco, qui est une papeterie, et puis ensuite en France pour Honeywell Bull et pour Essilor, des grandes entreprises, tous les quatre. C'était excellent, les cultures d'entreprise étaient sublimes. Donc c'est une grande expérience. Alors j'ai démarré la formation après ça en France, tout en travaillant pour Honeywell Bull et Essilor. Ils m'ont donné la chance de prendre quelques jours pour faire de la formation. Le premier stage que j'ai en mémoire, c'était le 6, 7 et 8 décembre 74. Il ne faut jamais citer l'année. Donc, au Frontel de Orly. Le stage le plus récent, c'était mars 2021. Et puis le prochain, c'est septembre 2022. Donc, jamais arrêté de faire de la formation, comme vous voyez. Alors, j'ai été formateur indépendant pendant 7 ans
avant de joindre le groupe Oliver White, qui est quand même une grande affaire. Oliver White, j'ai rencontré très jeune quand j'étais chez IBM. J'étais la première personne de IBM Manufacturing d'assister à un cours Oliver White aux États-Unis, donc j'ai rencontré à ce moment-là. Et White était spécial, il avait une philosophie humaine. Donc, il était très important face à la montée de l'informatique, notamment aujourd'hui. Le point de vue humain est toujours essentiel pour faire face à l'informatique et aux entreprises tech qui vont nous engloutir sinon. Donc, Oliver White était très bien. Je suis resté chez Oliver White. J'étais le premier président d'Oliver White France pendant 20 ans. Je suis resté donc 20 ans chez White. J'ai quitté en 2001 et puis j'étais encore indépendant. Donc en tout, j'ai fait plus de 1000 missions, 1200, je ne sais pas combien, en audit, diagnostic et conseil. Donc ça fait 1200 entreprises rencontrées et c'est absolument génial. Quelqu'un a déjà dit, c'est par l'expérience, la rencontre des opérationnels, des échanges qu'on apprend en avance. Donc ça, c'était très bien. Les conseils cristallisent les informations et les transmettent aux autres. C'est comme ça qu'on progresse. Mais c'est les entreprises qui font. Hein. On dit maître d'œuvre. Les entreprises sont les maîtres d'œuvre. Les conseils, catalyseurs, mais pas vraiment réactants. Ça, c'est mon avis en tout cas. Donc, les domaines dans lesquels j'étais pas tout seul. On avait des partenaires. Il y avait des partenaires de Build Belt Excellence, dont un est ici d'ailleurs, Jérôme Joly, qui est en bas là. Salut Jérôme. Donc on était une dizaine, ça a évolué au fil des années, tous des opérationnels pour faire ces différentes missions dans tous les domaines, mécanique, électrique, électronique, pharmacie, chimie, agroalimentaire, métallurgique, tous les secteurs industriels. Quelle que soit l'activité, toujours une transformation au cœur qui compte. Est-ce que tu peux nous parler de l'application de DRP, parce que tu es aussi l'un des pionniers dans la mise en œuvre de DRP en France. Ça, c'était en 93. Oui, j'ai aidé le Grand Électrique à faire DRP. C'est quoi DRP, justement? Distribution Resource Planning, c'est MRP dans la distribution. Oliver White... Joseph Ordeke, comme a dit Michel Gaveau, est le père de MRP. Michel a montré son livre. Oliver White est le père de DRP. Alors, André Martin, un Canadien, est le champion de DRP. Il est très associé à DRP, mais Martin lui-même a dit que c'est Oliver White qui en est le père. Il a entendu White en parler d'abord. C'est l'application des mêmes principes de Ordeke, besoin indépendant et dépendant pour gérer la demande, absolument essentielle, toujours de nos jours. Il n'y a que 2 types de demandes, indépendant et dépendant, il n'y a pas 36. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est DRP. Donc le Grand a appliqué ça avec SNR Roulement aussi, 2 grandes entreprises qui ont appliqué DRP très tôt. Génial. Merci Bill, on pourrait rester la journée avec toi. Je n'ai pas tout à fait fini. Excuse-nous. J'ai encore 2 minutes. Tu as 2 minutes, vas-y, profite-en bien. Alors, en tout, je pense que c'est intéressant. On a fait en tout avec les partenaires 1091 stages de formation et nous avons formé 13 482 personnes. Peut-être 83, mais bon, voilà. Alors, les formations ont eu lieu j'ai travaillé en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, Canada, Mexique, Algérie, à Biskra, près de Sétif, au Maroc, Casablanca, Tunisie, en Inde, à Bangalore, dernièrement, Chine, à Shanghai et Tianjin, Singapour, Thaïlande, et puis aussi Ukraine, notamment à Donetsk, où c'était très bien. Quel dommage. Donc, pour terminer, 3 points rapides. Les supply chains évoluent. C'est clair. Aujourd'hui, à mon avis, les supply chains rétrécissent. Un des mots-clés qu'on a entendu à Davos dernièrement, c'était déglobalisation face à toutes sortes de choses, le climat, les tensions géopolitiques, mais surtout le problème de population. Quand vous regardez la population, la courbe de population de la Terre, 1950 à aujourd'hui, ça monte en flèche et c'est pas fini. Donc, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est, deuxième point, c'est Dennis Meadows dans le livre Limits to Growth. La mère de tous les problèmes, c'est la population humaine. Donc, il faut résoudre ça d'une façon ou de l'autre, je ne sais pas trop comment, et puis les autres en dérivent. Un deuxième livre très intéressant pour nous, c'est Clock Speed, un des premiers livres sur la supply chain par Charles Fine de MIT. Un troisième que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est la création
Creating a Lean Value Stream. Creating a Lean Value Stream. Deuxième édition, couverture jaune, si vous arrivez à la trouver. Donc, au cœur de la supply chain, il y a la prod, la production, la France. Pourquoi venir en France? Demandait Thierry, parce que la France est un grand pays industriel. Je ne sais pas si les Français s'en rendent compte. Je ne sais pas si les dirigeants se rendent compte, parce qu'ils continuent à laisser partir les bijoux industriels à l'étranger. Donc, les Français sont d'excellents industriels. Et puis, vous avez quand même des gens comme Pierre Gallois qui a créé la fabrique, n'est-ce pas, pour pouvoir remonter l'industrie en France. C'est très important. Donc, si vous voulez plus de détails, je peux vous envoyer une sélection de lettres techniques sur le supply chain ou même le texte que Thierry a mis sur le site déjà. Mon adresse est partout, si vous le désirez. Aucun problème. bill.belt@bill.com. Merci de votre attention. Ce que je voudrais maintenant, c'est passer la parole à donc Raymond Biteau, qui lui représente la partie formation supérieure. Raymond, en 85, en fait, a fondé Diserpa. Lui aussi a un passé dans l'industrie, c'est un praticien. Et à un moment donné, il s'est dit qu'il fallait créer une formation pour apprendre, on va dire, aux étudiants et donner aux entreprises, en fait, des compétences en gestion de production. Donc, on ne parlait pas encore de supply chain management à cette époque. Vas-y, Raymond, parle-nous un petit peu de cette aventure que tu as menée pendant une vingtaine d'années. Je voudrais dire 3 choses avant de commencer mon intervention. La première, c'est que être pionnier, en l'occurrence, c'est très agréable, mais quand tu te regardes dans la glace, ça l'est moins. La deuxième chose que je voulais dire avant mon intervention, c'est que j'ai pas de cadeau. Et la troisième chose que je voulais dire, c'était un petit rappel de ce que je pense moi personnellement, mais je n'impose à personne de penser la même chose. Je voulais simplement dire que le supply chain management, c'était pour moi tout simplement la maîtrise des flux. On l'a baptisé aussi logistique. La maîtrise des flux, comme j'ai eu pas mal d'étudiants devant moi, je disais que la maîtrise des flux, c'était la maîtrise dans le temps et dans l'espace des flux. Et un peu primaire, c'est quoi un flux? C'est quelque chose qui se déplace d'un point A à un point B. Alors avec ça, on peut construire évidemment beaucoup de choses, y compris l'informatique. L'influx, c'est quelque chose qui se déplace d'un point A à un point B, et il faut donc maîtriser ce flux dans le temps et dans l'espace. Voilà, je vous ai imposé les 3 points. Maintenant, je vais parler de mes préoccupations personnelles dans mon histoire professionnelle. La première préoccupation, ça a été la formation. Ma deuxième préoccupation, ça a été la terminologie dans le domaine. Et ma troisième préoccupation, c'était de mettre en pratique dans les entreprises. D'abord, qu'est-ce qui existait en termes de formation dans l'histoire du supply chain management, qui au début s'appelait, on a commencé par gestion de production, on a fait ensuite gestion industrielle, etc. La première formation qui a existé à l'époque en logistique, en SCM, fut celle de l'ISLI de Bordeaux. L'ISLI de Bordeaux a été créée en 1984. L'année d'après, en 1985, j'ai créé l'ISERPA, Institut supérieur d'enseignement et de recherche en production automatisée, avec l'aide du Conseil général de Maine-et-Loire. Alors cet institut formait et forme encore des spécialistes Bac+5 et Bac+3 dans le domaine de la productique et en particulier de la gestion de production, domaine qui à l'époque était nouveau et qui présentait des perspectives d'embauche intéressantes. Plusieurs milliers d'étudiants sont sortis de cet institut, dont celui qui est à votre droite et qui peut lever la main pour montrer que c'est lui, voilà. Et tu en as aussi dans la salle Emmanuel Sansal, qui fait partie de ce j'en ai peut-être, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci dans la salle. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Thierry, mais anecdote amusante, à l'époque, on utilisait de gros ordinateurs individuels, les premiers qui étaient des Micral 30 de chez Bull, et sur lesquels on utilisait le logiciel ProStar, qui est l'ancienne version du logiciel Adonix et qui est devenu depuis Sage X3. Dans ce même temps de création de l'ISERPA, j'ai moi-même souhaité, comme beaucoup d'autres, et il y en a sans doute parmi vous, j'ai souhaité suivre la formation
de Michel Gaveau, qui était alors chez Philips, dont il a parlé tout à l'heure, et qui allait bientôt créer son propre cabinet, qui est consulting, qui était le cabinet MGCM. Ouais. Merci Michel de m'avoir donné ce que tu m'as donné. En ce qui me concerne, j'ai donc obtenu grâce à lui ce qui paraissait à l'époque être le Graal de la formation dans le domaine, qui était la certification CPIM, en passant bien entendu par le premier palier qui était, pour ceux qui s'en souviennent, le BASICS. Alors je suis également intervenu dans des IUT OGP qui se créaient à l'époque, qui sont créés en 1990, et j'intervenais particulièrement dans l'IUT OGP de Nantes. Également, j'ai participé au lancement et aux formations d'une nouvelle école qui était l'ESLI, l'École supérieure de logistique industrielle de Redon, et qui était dirigée alors par un de mes anciens étudiants. J'ai fait également, mais ça bon, c'est un petit peu anecdotique, mais j'ai fait des interventions dans différentes écoles d'ingénieurs et différentes écoles de commerce. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, mais ça c'est à vérifier, il doit y avoir à peu près 150 formations en supply chain. Conclure, c'est l'application en entreprise, la pratique en entreprise, avec un certain nombre de grandes entreprises du genre Bull, Pfizer, les laboratoires GSK, etc., etc. On peut rajouter aussi que tu as été à l'origine de la première traduction française du premier ça, j'en ai pas parlé, c'était le deuxième point, c'est ma terminologie, mais tu me le squeezes, alors je dis je suis désolé, parce qu'en fait, on vient de me rappeler que le temps court et court, c'est le problème de la maîtrise des flux, tu sais, les flux de parole aussi, dans le temps et dans l'espace. Absolument. En tout cas, on aura l'occasion de se revoir, Raymond, et encore merci d'être intervenu parmi nous. Je voudrais passer la parole à Bernard, parce que vous vous souvenez, à la fin des années 80, enfin début de 90, jusqu'à même 80, 2000, 2005, 2010, il y avait deux écoles, deux philosophies, donc les flux poussés et les flux tirés. Et Bernard, donc, qui est aussi un pionnier, qui a démarré chez Philips, avait quelque chose à nous dire à ce point. Merci, c'est très intimidant je suis en plein syndrome de l'imposteur, là. Très intimidant de passer après Raymond, Bill et Michel. Moi, j'ai démarré ma carrière dans l'industrie en 85 et en fait, j'ai été formé par Michel aux très bonnes pratiques du MRP2, à l'APIX. J'ai dû passer ma certification APIX dans 89, je crois, donc juste après la création de MGCM. Donc je travaillais chez Philips à l'époque. J'ai été formé au MRP2 et imprégné du MRP2. Et puis j'ai aussi, quand j'ai démarré ma carrière chez Philips, commencé par mettre en place des Kanban, qui étaient à l'époque en 85, même si c'était une pratique très courante au Japon, mais en Europe et chez Philips en tout cas, c'était encore vraiment le tout début. Et ça a été pour moi le début d'une complexité, parce que comment arriver à faire du flux tiré avec des Kanban et des choses qui réagissent avec des cartes physiques, des tableaux d'accumulation, etc. Et en même temps, marier ça avec des choses qui sont arrivées au fil du temps, puisque moi, quand j'ai démarré, on n'avait pas de système MRP à proprement parler, mais des systèmes MRP, des systèmes ERP. Et juste pour témoigner du fait, et je pense qu'on l'a vécu, on est nombreux dans cette salle à avoir vécu ça, que pendant des années, voire des décennies, on s'est retrouvé dans une antinomie avec, d'une part, des adeptes du flux tiré, des adeptes du flux poussé. Je me souviens que Bill a dispensé une formation, c'était au début des années 90, je crois, qui était production à Delicourt, qui expliquait bien, on va préparer avec le MRP et puis on va exécuter avec le Kanban, mais quand on regardait un peu tout ça et qu'on essayait de mettre ça en pratique dans les entreprises, on rencontrait un certain nombre de difficultés. Et malheureusement, je pense que la bataille au fil des années a été gagnée un peu du fait de l'avènement des systèmes ERP par le MRP qui s'est imposé dans beaucoup d'entreprises. Et finalement, même si le Lean a permis de progresser énormément, les flux tirés à proprement parler ont souvent été limités à des périmètres un petit peu circonscrits. Ce conflit ou, ce problème entre MRP et Lean ou flux tiré
parfois virer à la guerre de religion, et puis j'espère aujourd'hui commence à être résorbé, ou peut-être pas encore. Tout à fait. Je vous propose maintenant de passer la parole à Norbert, parce qu'on arrive en 97. Vous voyez ici, il y a une frise chronologique qui est apparue. Il y a 5 planches comme ça, globalement une dizaine d'années par planche. On remonte depuis 1968, 54 ans par rapport à aujourd'hui. Et là, on va arriver en 1997, où on a pensé que c'était l'année pivot. C'est là, en fait, où le supply chain management s'impose. Pourquoi ? Il y a d'abord l'arrivée des APS. Alors, Jean-Philippe nous dit que c'était un petit peu avant, 95, 96, que les APS sont arrivés, notamment pour ceux qui étaient là à l'époque. Vous vous souvenez de Manugistics ? Eh bien, avec Norbert Cohen, vous avez son premier directeur général en 97 qui va vous parler de ce rouleau compresseur qui venait des États-Unis. Écoutez, d'abord, je suis très honoré d'intervenir. Effectivement, tu nous as appelés les bâtisseurs. Enfin, ce qui est dans mon cas, j'ai plutôt été un démolisseur. En fait, c'était fondamentalement toute ma carrière. Et avant qu'on en arrive au supply chain management, ça a été une suite de murs cassés. J'ai commencé à casser les murs avec l'entrepôt. On a optimisé l'entrepôt avec des copains. On a créé un logiciel. Après que je me suis aperçu que la logistique sans les systèmes d'information, c'était pas possible de l'optimiser. Et puis, on est arrivé à la logistique de distribution, logistique de production. On a fait converger tout ça, ces métiers. On voit autour de la table des métiers de la production, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait ceux qui venaient aussi de la logistique d'exécution, entrepôt, transport. Et ça a permis d'arriver à cette étape ultime, qui était ultime, en fait, pas vraiment pour moi, qui a été le supply chain management. Et là, effectivement, les Américains, je regrette que ce soit les Américains, Bill, je suis désolé, parce que je pense qu'on avait dans nos dossiers de quoi faire, mais les Américains sont arrivés, et moi qui travaillais dans le domaine, ils m'ont demandé, c'était Manugistics qui était leader, de diffuser et de faire connaître le concept et accessoirement de vendre quelques logiciels de supply chain et donc des APS. Alors juste pour l'anecdote, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était tellement révolutionnaire qu'on a passé par l'idée de créer des pièces de théâtre qu'on a avec des acteurs qui étaient en fait des salariés de Manugistics, et on a déroulé cette pièce de théâtre un peu partout pour expliquer en quoi ça changeait fondamentalement la manière de travailler. Et effectivement, on a vendu plusieurs centaines de logiciels, et ça nous a permis de diffuser très largement le concept. Et aujourd'hui, les APS, je crois aujourd'hui, sont bien installés dans le monde industriel et de distribution française. Je voudrais juste rajouter que pour moi, c'était une étape où il y avait tout été tiré par les systèmes de prévision, avec une véritable lacune, c'est qu'aujourd'hui, ces systèmes de prévision étaient basés sur des historiques de consommation, et on s'est aperçu rapidement que cette démarche était insuffisante et qu'il fallait passer par quelque chose d'autre, et ça a été à l'occasion l'arrivée des outils de supply chain event management, c'est-à-dire de la gestion des aléas. C'est-à-dire que si un aléa, on replanifie. Quand on parle de planification, je voudrais juste rappeler qu'il ne s'agit pas juste d'une planification tactique, mais d'abord une décision stratégique, tactique, opérationnelle, et qu'il fallait replanifier ça pour qu'on puisse amener le bon produit au bon endroit, dans la bonne configuration et au bon prix. Juste pour terminer, Thierry, je me suis aperçu que tout ça, c'était insuffisant et qu'il fallait casser encore d'autres murs, et casser en particulier les murs des entreprises. Et c'est là que j'ai créé le Global Fulfillment, c'est-à-dire en cassant en allant vers les clients, les fournisseurs et la conception du produit. Voilà, merci. Et juste pour terminer, parce que Jean-Philippe est là, je voudrais lui rendre honneur, parce que tous ces concepts, sans lui, on n'aurait pas pu les diffuser. Et merci encore, Jean-Philippe. C'est une belle transition que tu fais, merci Norbert. Tu es toujours aussi enthousiaste comme les autres, c'est ça qui est admirable quand on vous écoute. Jean-Philippe, donc toi, tu as effectivement donc, les félicitations de tout le monde. Tu lances Stratégie Logistique en 1997, toujours cette même date pivot en fait, du supply chain management. Est-ce que tu peux nous dire en fait, comment ce magazine donc, révolutionnait quelque part la diffusion, on va dire, donc, des concepts de logistique à l'époque,
Et puis, ton regard, en fait, sur cette époque du supply chain management quand il a démarré. Oui, en fait, moi, j'ai découvert la logistique en 91, donc ça remonte un petit peu, c'était un petit peu avant, où j'avais pris la rédaction en chef d'un magazine qui s'appelait Logistique Magazine, et je ne connaissais rien à la logistique, c'est-à-dire que je ne connaissais que ce que les gens pensaient, enfin, de la logistique. C'est de l'intendance, il y a un petit peu de transport, un peu de manutention. Voilà ce que je savais de la logistique. Et puis, donc je me suis renseigné, j'ai commencé à lire quelques bouquins. Et il se trouve que quelques semaines après mon arrivée sur Logistique Magazine, il y avait un congrès, l'Assemblée générale de l'ASLOG, qui est aujourd'hui France Supply Chain. L'ASLOG faisait son congrès et ils avaient un président qui s'appelait Laurent Grégoire, qui était à la tribune et qui décrivait la logistique comme de l'organisation industrielle, avec une approche systémique visant à optimiser, non pas maillon par maillon, mais l'ensemble de la chaîne globale. Et ça me paraissait particulièrement intéressant, justement, cette globalisation de la chaîne, ce qu'on appelait la logistique globale. Alors, c'était très bien, mais dans les entreprises, ça ne se passait pas vraiment comme ça, parce qu'on en était encore à utiliser des systèmes d'information qui ne permettaient pas précisément cette optimisation globale. Et puis dans les années 90-95, sont effectivement arrivés les APS, i2 Technology, Manugistics, qui est ThinkWest, Logidity et bien d'autres, qui ont d'une certaine manière matérialisé la possibilité d'organiser les flux dans leur globalité avec 3 strates stratégiques, tactiques et opérationnelles. Et comme le disait Norbert tout à l'heure, c'était aussi la réconciliation entre 2 grandes écoles de la logistique, c'est-à-dire la gestion de production d'un côté et la logistique de distribution de l'autre. Et ça me paraissait particulièrement intéressant. Et donc en 97, j'ai lancé Stratégie Logistique. Alors pourquoi stratégie ? Parce que stratégie, ça me paraissait important d'accoler au mot logistique le mot stratégie, parce que la logistique devenait de plus en plus stratégique, et avec pour baseline le magazine européen de la supply chain. Alors voilà, donc en quelques mots, l'origine de stratégie logistique. Alors bon, effectivement, on a pendant toutes ces années ensuite publié beaucoup d'articles, et je me suis beaucoup inspiré et interviewé également les personnalités qui sont là aujourd'hui. Mais voilà l'origine de stratégie logistique. Après, donc, j'ai lancé Supply Chain Magazine, Supply Chain Village, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça, c'est répertorié dans la frise. Il y a 75 événements qui ont été répertoriés, qui ont été datés, et qui montrent justement donc, l'évolution assez soutenue du supply chain management jusqu'en 2022. Pour terminer cette table ronde, moi, je propose à Hervé de nous parler de l'accélération, quelque part, du supply chain management, sous plusieurs facteurs que tu vas nous décrire, et surtout ta vision maintenant à 5 ans, ou jusqu'où cette supply chain va nous emmener d'ici à 5 ans. Je n'ai pas la prétention d'avoir des boules de cristal à 5 ans. Ça fait juste 30 ans que je suis dans l'univers de la supply chain depuis que je suis tombé dedans, puisque j'avais été un des créateurs d'un des premiers cabinets de conseil en supply chain qui s'appelait PEA Consulting. À l'époque, en 92, on appelait ça optimisation des flux. Pour faire court et revenir peut-être sur une projection, puisque je pense que c'est intéressant d'avoir fait ce panorama aussi, pour pouvoir se projeter également par rapport à tout ce qui a été dit et toute la capitalisation qui a été faite depuis 30 ans, voire plus. Je voudrais peut-être revenir effectivement sur trois grands points qui peuvent alimenter cette réflexion sur la supply chain dans 5 ans. Le premier, je dirais qu'il y en a 2 qui sont quasiment évidents, donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus, c'est le digital. Je pense que c'est une évidence pour tous. Alors dans le digital, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la data, il y a l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, juste pour dire qu'avant de lancer ma propre activité de conseil en 92, j'ai fait des doctorats sur l'intelligence artificielle appliquée au système de production. Donc simplement pour les jeunes, pour dire que l'intelligence artificielle, ça ne date pas de quelques années, c'est déjà très très vieux, mais on n'avait pas toutes les technologies. Mais pour revenir donc sur le premier point du digital, comme vous le savez tous, c'est un facteur d'évolution majeur, même s'il faudrait caractériser ça beaucoup mieux, puisqu'on y retrouve à la fois ces aspects data, ces aspects évidemment de technologie, d'automatisation, de robotisation, de plus en plus d'autonomie. Je ne veux pas tellement m'apesantir dessus. Le deuxième, c'était l'entrée finalement, le démarrage de cette conférence, c'est évidemment
l'aspect durable, sur lequel on a déjà dit pas mal de choses ce matin, sur ces aspects aussi bien effectivement de décarbonation, de circularité, de responsabilité, qui font revenir d'ailleurs en force un autre concept qu'on n'a pas évoqué, qui est la supply chain étendue. Parce qu'on peut penser aujourd'hui que la supply chain étendue, c'est relativement nouveau, puisque tout le monde parle aujourd'hui de end-to-end supply chain. En vérité, je rappellerai que la supply chain, depuis qu'on en parle, c'est d'abord de la transversalité avant toute chose, avant même de parler de processus. Et puis que la supply chain étendue, moi j'en entends parler depuis pratiquement 25 ans. Donc le end-to-end n'est pas nouveau. Donc ça, c'est l'aspect durable. Je voulais plutôt terminer mon propos sur des points qui me semblent aujourd'hui, en tout cas que je vous livre, qui me semblent moins débattus. Et en particulier, que j'ai appelé ça les 3D, le troisième, c'est l'aspect différenciation, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est sur des nouveaux paradigmes, en tout cas qu'il faut concevoir la supply chain tout à fait différemment de ces 30 dernières années. Et je vous livrerai, à mon avis, 3 points de différenciation de la supply chain dans les années à venir. Le premier, c'est que, on l'a évoqué, on appelait ça avant push et pull. Est-ce que je pousse sur des prévisions ou est-ce que je tire? Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde a entendu parler du DMRP. Je crois que demain, dans les années à venir, ce sera ni pull ni push, pour la bonne et simple raison, et la crise nous le montre de manière évidente, qu'aujourd'hui, on ne peut pas nécessairement acheter tout ce que l'on veut. Donc il faut savoir gérer de la pénurie, d'un côté, et d'autre part, que le durable fait que on se pose de plus en plus des questions sur véritablement ce qu'on veut vendre et pas uniquement de vendre ce que des clients veulent nécessairement acheter. Donc je crois que le modèle push et pull, il faut le dépasser dans les années à venir. Le deuxième élément qui me paraît aussi intéressant à partager avec vous, puisque autour de cette table ronde, on a quand même pas mal d'années derrière nous, c'est évidemment ce que les politiques aujourd'hui appellent de leur vœu, qui est la réindustrialisation de la France. Alors Bill Belt, je suis d'accord avec lui, on a historiquement un très beau tissu de compétences et de savoir-faire. Malheureusement, j'ai vécu à partir de la fin des années 90, les erreurs stratégiques que l'on a fait en France, à commencer évidemment par les grands patrons d'industrie qui ont laissé partir des pans entiers d'industrie et de filières industrielles. Et quand on faisait de la supply chain, on avait beau leur dire « Oui, mais attendez, vous êtes en train de tuer des filières industrielles et en plus, vous allez allonger la supply chain. Et allonger la supply chain, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement une question de bas coût. D'ailleurs, aujourd'hui, les pays dits bas coût, ils ne le sont plus. Mais c'est aussi, derrière, ne plus pouvoir correctement servir les clients, allonger, augmenter le BFR, augmenter les stocks et j'en passe. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on voit un mouvement qui se réamorce finalement de réindustrialisation au sens en tout cas de la supply chain, de proximité. La proximité redevient une valeur dans la supply chain. Et j'ai bien aimé tout à l'heure quand on a parlé de détente, parce que c'est vrai qu'il est assez paradoxal d'aujourd'hui vouloir absolument avoir des produits qui sont livrés sur l'heure ou dans 10 minutes, et puis en même temps de revendiquer du durable, parce que chacun sait que plus on va vite, plus ça risque de coûter cher. Et puis le troisième élément, là aussi, on s'est battu pendant des années sans être beaucoup écouté, qui sont la gestion des risques dans une supply chain. Ça n'intéressait absolument personne pendant de longues années. Ça revient naturellement en force. Et la résilience est un des aspects phares aujourd'hui de Supply Chain Plus. Tant mieux, parce que c'est vrai qu'on est assez nombreux à s'être battus dans le passé aussi sur la notion de gestion des risques dans une supply chain. Et je crois que pour des raisons évidentes aujourd'hui, beaucoup retrouvent l'importance que ça peut avoir. Avec notamment la différenciation entre le just in time et le just. Voilà, et alors tu as raison, je voulais terminer par là. Et emprunter l'excellent livret qui a été fait par Accenture, bien sûr il y a un peu de marketing, mais il y a quand même beaucoup de vrai dedans pour dire qu'on n'est plus à l'heure du just in time, on est à l'heure du just in case. Merci Norbert, merci à tous. Ça a été pas forcément trop long, enfin on était dans le timing, mais comme on a commencé en retard, je vous propose d'applaudir. Tu as été le premier à mettre en place un système de gestion de production intégré, tu seras le dernier, tu seras faire la conclusion. Je veux remercier Jean-Philippe Guillaume, qui évidemment ne l'a pas dit, parce qu'il m'a beaucoup aidé quand il m'a encouragé à mettre sur Internet le dictionnaire, enfin les nombreux dictionnaires qu'on a faits. Et ces dictionnaires maintenant sont accessibles gratuitement, bien entendu, sur Internet dans idealogue.fr.
Mais c'est surtout pour ça maintenant que je souhaite faire un appel à là où les personnes ou les organisations qui seraient intéressées pour prendre la suite, parce que à 82 ans, je pense qu'il est quand même temps que j'arrête certaines activités, surtout si elles engagent de long terme. Alors, merci à celui ou celle ou ceux qui voudront bien y participer. Merci Michel. Ton appel a été entendu, je pense. En tout cas, Supply Chain Plus, on va réfléchir à cette proposition. Merci encore. Applaudissez-les parce que c'est des légendes vivantes. Est-ce qu'on peut laisser l'ensemble des intervenants en un mot donner sa conclusion? Peut-être ce que sera la supply chain demain, selon vous, vous qui êtes les pionniers, les acteurs majeurs, en un mot encore une fois. Agilité, résilience et simplicité parce qu'on ne règle pas le problème de la complexité en rajoutant de la complexité. Moi, je reprendrai simplement ce qu'a dit Raymond, c'est-à-dire la supply chain reste la maîtrise des flux. Simplement, les conditions changent. Oui, je citerai Oliver White. Simplicité, c'est l'ultime sophistication. Il faut rester simple. Moi, j'aurais 4 points à signaler. Effectivement, l'accélération, je pense, de la prise en compte des contraintes environnementales avec l'accélération de la décarbonation, ça c'est évident. La robotisation et l'automatisation qui vont se poursuivre et s'accélérer aussi. L'intelligence artificielle et le décisionnel qui va être, dont on va beaucoup parler dans les années qui viennent. Et puis la fonction supply chain qui devient de plus en plus importante et de plus en plus stratégique, on n'en a pas parlé, mais je crois que le rôle de l'humain est plus que jamais décisif dans la période que nous vivons. Et cette fonction supply chain occupe aujourd'hui un rôle de plus en plus important, mais va devenir véritablement une fonction clé dans les entreprises, qu'elles soient de distribution ou industrielles. Moi, j'aurais 3 mots. Je vous encourage tous à continuer à casser les murs. C'est comme ça que la supply chain s'imposera. Concerne les deux idées, pour moi, c'est d'abord la simplicité. J'ai été un petit peu perdu, compte tenu de mon ancienneté, j'étais un peu perdu dans tous les sigles qui ont été évoqués depuis une heure. Donc, je suis d'accord pour qu'ils existent, bien sûr, mais je serais aussi d'accord pour qu'ils soient simplifiés et en français. Et la deuxième idée, c'est l'importance de la prise en compte de l'environnement. Moi, tout simplement, je voudrais dire que on est passé du just in time à ce qui a déjà été dit, à ce qui est le just in case, mais avec la connaissance de tout ce qu'on peut faire quand on a des variabilités de plus en plus importantes, aussi bien dans le choix des fournisseurs que dans les délais. Et là, je crois que c'est très, très important qu'on intègre tout ça pour arriver quand même à retrouver les meilleures conditions de fonctionnement. Merci beaucoup de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Et merci Thierry.